Votre présence nombreuse et engagée est bien plus qu'un honneur. C'est un signal fort, celui d'un refus de l'indifférence, celui d'une volonté partagée de comprendre, d'agir et de porter une parole de vérité et de justice. Donc, au nom du Comité des Justes du Congo, je tiens à adresser mes remerciements. Donc, mes remerciements les plus chaleureux à Monsieur le sénateur Loïc Hervé, vice-président du Sénat, pour son précieux parrainage et son engagement à nos côtés. À son Excellence, l'ambassadeur de la République du Congo en France, invité d'honneur à notre événement. À Monsieur Bruno Fuchs, député et président de la Commission des Affaires étrangères, également invité d'honneur pour son soutien et son implication. À Madame Vicky Katumba, sénatrice de la RDC et fondatrice du Comité des Justes du Congo, dont la vision et la détermination sont à l'origine de notre mobilisation. Je souhaite également saluer le rôle essentiel de nos modérateurs, qui guideront nos échanges avec exigence et rigueur. Merci à Nadia Bey, journaliste à Radio Orient et membre fondateur du Comité des Justes du Congo. Merci à Monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et je remercie à Monsieur David Catalet, président de DECA Ministry Foundation et partenaire engagé dans cet événement. Merci également à l'artiste Rost, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, compositeur de l'hymne des Justes du Congo, pour sa contribution artistique. Et merci à Crystal Dello et à Ryan Hermassi, représentants de l'association What About Congo, qui incarne la jeunesse dont la voix est essentielle dans la construction d'un avenir de paix. Enfin, merci à Linda Chaouch, membre du Comité des Justes du Congo, qui a su gérer avec brio la stratégie de communication digitale de cet événement. Je n'oublie pas bien sûr l'ensemble des participants présents, ainsi que toutes celles et tous ceux qui auraient souhaité être parmi nous, mais qui, en raison du week-end de Pâques, ont des contraintes personnelles, des contraintes familiales, qui n'ont pu faire le déplacement. Nous pensons à eux et nous savons que leur soutien nous accompagne malgré la distance. Ce colloque n'est pas un simple rendez-vous. Il s'inscrit dans une exigence, celle de nommer les réalités, de comprendre les enjeux profonds, de contribuer à faire émerger des solutions pour une paix juste, durable et digne pour le peuple congolais. Aujourd'hui, nous allons écouter, échanger, confronter des analyses et, je l'espère, faire émerger des pistes d'action concrètes. Mais au-delà des mots et de tout ce qu'on va entendre, ce qui nous réunit, c'est une responsabilité morale, celle de ne pas détourner le regard. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, votre engagement et la qualité des échanges que nous allons nourrir. Je nous souhaite à toutes et à tous des travaux riches, utiles et porteurs d'espoir. Merci. Est-ce que l'honorable Vicky, sénatrice, veut dire un mot de bienvenue également? Merci Lisa pour la parole. Je tiens à saluer l'assistance et à remercier celles et ceux qui, en dépit de leurs occupations, portent en leur cœur la question de la République démocratique du Congo. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, ça va faire bientôt une année que nous avons commencé cette mobilisation. Nous avons créé ce groupe qu'on appelle les Justes du Congo pour mobiliser l'Europe. Parce que l'Europe nous est familière. L'Europe nous est proche. C'est dont vous attendez de nous. Une petite allocution, peut-être pour vous mettre dans le bain de ce que nous sommes en train de faire, que ce soit ici à Paris, à Bruxelles ou chez nous à Kinshasa. Donc, c'était juste un mot de bienvenue pour saluer cette assistance aussi nombreuse qui s'intéresse à la question congolaise. Je vous remercie. Bien qu'ils ne nous entendent pas, nous le remercions chaleureusement. Donc, merci sénateur, merci Hélène, pour tout ce que vous faites pour le Congo et pour notre comité. Maintenant, permettez-moi d'adresser des remerciements particulièrement chaleureux et sincères à son Excellence l'ambassadeur,
Sa participation à ce colloque nous honore profondément. Elle témoigne de l'importance des liens qui nous unissent, mais aussi de l'engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. La diplomatie est, nous le savons, un pilier essentiel dans toute la dynamique de sortie de crise et dans la construction d'un processus de paix durable. Son Excellence va ainsi nous proposer un point de situation précieux et partager avec nous son analyse des dynamiques en cours avec toute la richesse de son expérience, de son engagement. C'est donc avec beaucoup d'émotion, de respect, que je lui cède la parole. Excellence, si vous voulez nous rejoindre sur la tribune. Honorable Madame la Présidente des Justes du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et rangs et qualités, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence pour la pertinence du thème choisi et pour la qualité des échanges qu'elle suscite. Parler aujourd'hui des paix confisquées en République démocratique du Congo, c'est nommer une réalité douloureuse, mais aussi c'est poser les bases d'une responsabilité collective. Car, oui, la paix en RDC n'est pas simplement menacée. Elle est entravée, retardée, compromise par des dynamiques que nous connaissons tous et face auxquelles la communauté internationale ne peut plus se contenter d'observer. Dans ces contextes, la France occupe une place particulière. Partenaire historique de la République démocratique du Congo, elle joue un rôle important, à la fois sur le plan bilatéral et sur le plan dans les enceintes multilatérales. Cette relation s'est traduite ces dernières années par des actions concrètes qu'il convient de saluer ici. Je pense aux interventions de l'Agence française de développement, dont les projets contribuent de manière tangible au développement socio-économique de notre pays. Ces initiatives participent à traiter les causes profondes de l'instabilité actuelle dans notre pays. Je pense également à la coopération militaire, notamment à travers les soutiens à l'école de guerre de Kinshasa, où je suis moi-même intervenant depuis sa création, et la formation du bataillon Jungle que vous avez suivi, près de 715 ou 720 militaires qui ont été formés récemment à Kisangani. Ces efforts renforcent les capacités de nos forces armées et témoignent d'un engagement utile et pragmatique. Sur le plan diplomatique, la France a également pris ses responsabilités. Je voudrais ici souligner le rôle qu'elle a joué au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment à travers l'historique résolution 2773. Ce texte a constitué une avancée importante et a servi de base aux discussions et aux accords de paix conclus à Washington. La France était l'acteur pivot de cette grande résolution qui a enfin condamné, appelé les chats par son nom et condamné cette agression barbare de la part d'un pays voisin que nous connaissons tous, pour ne pas les citer, le Rwanda. Je voudrais également saluer la tenue en octobre 2025 à Paris, capitale de la paix, décidément, de la conférence humanitaire dédiée à la République démocratique du Congo. Ces actions sont importantes. Elles vont dans la bonne direction et la RDC les reconnaît avec respect. Cependant, mesdames, messieurs, permettez-moi de le dire avec gravité. Nous ne sommes plus au stade où ces efforts, aussi louables soient-ils, peuvent suffire
Car pendant que nous parlons sur les terrains, les violations du droit international se poursuivent. Pendant que nous dialoguons, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est mise à mal. Pendant que nous saluons des avancées diplomatiques, des populations continuent de souffrir, de fuir, de mourir. Face à cette réalité, une question simple se pose. Que fait en fait la communauté internationale? Je disais donc, face à cette réalité, une question se pose. Que fait la communauté internationale lorsque ses propres règles sont bafouées de manière répétitive? Trop souvent, la réponse se limite à des condamnations. Des condamnations fermes, certes, des condamnations claires, parfois, mais des condamnations sans conséquences. Or, sans conséquence, il n'y a pas de dissuasion. Et sans dissuasion, il n'y a pas de changement d'attitude de la part des agresseurs. C'est pourquoi nous appelons avec insistance à un changement de paradigme. Je ne suis pas le premier à faire cet appel, mais on ne cessera jamais de le faire tant que ce changement de paradigme ne nous aura pas convaincus. Il ne peut y avoir de paix durable sans responsabilité. Il ne peut y avoir de stabilité sans redevabilité. Il ne peut y avoir de respect du droit international sans sanction effective. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et puissance diplomatique majeure, dispose de leviers importants. Elle a la capacité d'influencer, d'orienter, de mobiliser. Nous l'invitons ici, dans cette enceinte, à mobiliser, à dépasser les registres des déclarations pour entrer dans celui de l'action, à transformer les condamnations en décisions, à faire en sorte que les violations répétées du droit international entraînent des conséquences concrètes, visibles et dissuasives. Nous parlons ici des sanctions ciblées, proportionnées, mais réelles. Des sanctions qui touchent les responsables, des sanctions qui envoient un message clair. L'impunité n'est pas et ne saurait être une option. Car tant que les violations resteront sans réponse, elles continueront. Tant que les acteurs déstabilisateurs ne paieront aucun prix, ils n'auront aucune raison de changer. Et tant que cette situation perdurera, la paix restera, en effet, comme vous l'avez si bien dit, confisquée. Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo ne demande pas la charité. Elle demande la justice. Elle ne demande pas des faveurs. Elle demande le respect du droit. Elle ne demande pas des discours. Elle demande des actes. Ces exigences ne relèvent pas d'une posture circonstancielle. Elles s'inscrivent dans la défense des valeurs universelles que la France. Je ne saurais pas ici faire l'évocation du pays du droit de l'homme, la Révolution française. La France, donc, pays des valeurs universelles, comme l'ensemble des pays épris de paix et de justice, a vocation à porter avec constance et cohérence ces valeurs dans un cadre privilégié d'expression au sein de la francophonie, espace de solidarité et d'engagement dans lequel la République démocratique du Congo attend assumer pleinement un rôle de premier plan. Notre pays occupe une place centrale, non seulement par les nombres de ses locuteurs, mais aussi par sa vitalité culturelle, sa jeunesse et son engagement. C'est dans ces constats que s'inscrit derrière, du reste, la candidature de Mme Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette candidature porte une vision, celle d'une francophonie plus engagée, plus attentive
aux enjeux de paix, de souveraineté, de développement, bref, une francophonie des peuples. Elle porte également une symbolique forte, celle d'un engagement renouvelé en faveur de valeurs dont nous avons en partage. Soutenir cette candidature, c'est reconnaître le rôle moteur de la RDC dans l'espace francophone. C'est aussi affirmer une volonté de renouvellement et d'ambition pour notre organisation commune. Je voudrais donc me résumer que la paix en RDC est possible, mais ne se décrète pas, elle se construit et elle se protège. Elle exige du courage politique, elle exige de la cohérence, elle exige surtout des actes à la hauteur des principes que nous proclamons. La France a un rôle majeur, je l'ai dit, à jouer. Elle peut être un acteur décisif. Elle peut contribuer à faire basculer la situation du côté de la paix. Mais pour cela, il faut aller plus loin. Il faut agir avec détermination. Et il faut enfin faire respecter les droits internationaux par des mesures concrètes, y compris des sanctions. Ça, c'est pris que la paix cessera d'être confisquée. Ça, c'est pris qu'elle deviendra une réalité. Je dis, je vous remercie. Elle avait souhaité participer à notre événement, mais elle est en tournée africaine et elle est à Dakar et dans des engagements et un agenda très très serré. Donc on n'a pas de temps de réaction pour le moment, on attendra la fin du séminaire, donc on va continuer. Donc avant de lancer donc les panels consacrés à l'état des lieux et aux perspectives, il y a un premier temps fort destiné à poser, à rappeler les fondamentaux de ce conflit. Pour ouvrir ce premier temps d'échange, je donne la parole à Emmanuel Dupuis, qui va présider et animer ce panel introductif. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction, ces mots d'introduction qui nous plongent d'emblée dans le débat, puisque la francophonie est aussi une des inspirations, en tout cas, vous allez l'entendre à travers les prises de parole successives, sur lesquelles une voix forte doit être portée vers une francophonie des peuples, mais aussi une francophonie de la paix. On a beaucoup parlé de la francophonie économique à Dakar, on a un peu oublié qu'il y a aussi dans l'espace francophone des pays qui se font la guerre. L'exemple du Rwanda et de la République démocratique du Congo nous incite à penser que lors du sommet de Phnom Penh en novembre 2026, il faudra en dire quelques mots. Alors j'ai la rude tâche de poser les fondamentaux et de donner la parole à Louisa, à Vicky et à Pierre Mascar, que je ne vois plus. Il est là, dans le fond de la salle. Il va nous rejoindre, et ensuite d'engager les différents panels. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport aux fondamentaux. On va commencer déjà par rappeler que ce n'est pas un conflit qui a démarré en janvier 2025, mais un conflit qui a démarré il y a 30 ans. Ce n'est pas un conflit qui oppose la RDC à un de ses 9 voisins, mais c'est une zone de tension. Mon collègue Christophe Vogel évoque l'idée selon laquelle il n'y a pas que le M23, il y a à peu près une centaine, voire 120, dit-il, de groupes armés qui ensanglantent ce territoire. Je suis certain qu'avec un certain nombre d'experts, je me tourne vers mon ami Christophe Rigaud, nous allons en parler à travers cette évocation, donc ce baromètre de sécuritaire du Kivu qui met en avant la cartographie de ces groupes armés. Je vous rappelle qu'au-delà du M23, vous avez l'Alliance des forces démocratiques qui porte très par son nom. Certains d'ailleurs lui préfèrent l'acronyme de l'État islamique en Afrique centrale. Il y a évidemment les forces démocratiques de libération du Rwanda. Il y a un certain nombre d'autres groupes armés qui est nécessaire de prendre en considération pour comprendre que cette zone est une zone de tension particulière. John Egelund, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des questions humanitaires, évoque la cruelle responsabilité de la communauté internationale qui semble détourner le regard. D'ailleurs, le pape François, quand il est venu à Kinshasa en février 2023, à côté du président Tshisekedi, avait appelé la communauté internationale à ne pas accepter un nouveau pillage africain, à ne pas accepter une nouvelle forme de colonisation, non pas une colonisation politique, mais une colonisation morale, qui consiste à dire, et c'était une supplique que je pense nous pouvons faire nôtre, enlevez vos mains du continent africain, car depuis 30 ans, près de 7 à 8 millions d'Africains, de Congolais en particulier, sont morts dans ce conflit. On évoque près de 25 millions de personnes déplacées, on évoque
près de 7 à 8 millions de personnes déplacées, eu égard aux guerres civiles au Burundi à partir des années 2000-2005, eu égard aux guerres civiles qui ont suivi la création du Soudan du Sud en 2011, et bien évidemment dans ce qui reste un traumatisme, une plaie béante avec le génocide du Rwanda entre avril et juillet 1994. Alors, rappelons maintenant la réalité et les fondamentaux de ce dont on parle aujourd'hui. Une agression caractéristique qui, au regard des Nations Unies, ne doit pas être relativisée. On a eu déjà, avec M. l'ambassadeur et beaucoup d'entre vous, l'occasion de rappeler que le double regard ou la manière d'être très disert quand il s'agit de critiquer à juste titre le dépassement d'une frontière et l'envahissement d'un pays par un autre, en l'occurrence le 24 février 2022, d'ailleurs même peut-être en 2014 entre la Russie et l'Ukraine, et de ne pas appeler les choses ailleurs, loin de chez nous, en l'occurrence quand en janvier 2025, un pays, le Rwanda, a franchi une frontière internationalement reconnue et donc occupe toujours ce territoire. D'ailleurs, je vous rappelle que cette prise de Goma en juin 2025 s'est continuée puisque en décembre de cette même année 2025, non seulement le Nord Kivu, mais le Sud Kivu est désormais occupé par le M23 et, dit-on, les forces spéciales rwandaises. Ce sera l'occasion d'un débat, l'occasion de l'évoquer dans notre débat, notamment la ville d'Uvira, à côté de Bukavu. Donc, cette question concerne non seulement le Kivu, mais les provinces adjacentes. On estime que 30 à 40% de la population de l'Ituri, 30 à 40% de l'occupation du Kivu. Je salue notre collègue Rust qui va nous entretenir musicalement après cette prise de parole un peu intellectuelle, mais qui pose le débat, qui évidemment nous permet de dire que la communauté internationale a failli, car depuis maintenant 30 ans, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, qui a dépensé des sommes absolument astronomiques, qu'il y a mobilisé un nombre important de forces de sécurité et qui pourtant n'a pas fait taire les armes dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis la MONUC en 1999, puis la MONUSCO. Il y a malheureusement encore une cruelle responsabilité malgré la résolution 2773 qu'Émile évoquait évidemment, qui incite à ce que la communauté internationale, l'ONU, soit davantage présent comme force de solution, faut-il le rappeler. Alors les fondamentaux nous amènent à dire qu'aujourd'hui, dans ce conflit, il y a la République démocratique du Congo, qui voit une partie de son territoire envahi par un pays voisin, avec une organisation, le M23, qui, je vous le rappelle, est désormais qualifiée d'organisation terroriste par l'Union africaine, en tout cas par le secrétaire général de l'Union africaine, lors de l'attaque au drone. Je ne veux pas écorcher le nom de cette ville dans la province de Chopo, je crois, l'aéroport de Lubumbashi. Hein, Non, Kisangani. Kinsangani, pardon, pas Lubumbashi, Lubumbashi c'est à côté. Et qui donc fait que désormais l'Union africaine considère le M23 comme une organisation terroriste. D'ailleurs, les États-Unis sont en train de réfléchir à cette appellation également. Avec d'un côté une situation qui sur le terrain s'est aggravée, et puis de l'autre, une réflexion qui nous amène, mais je crois que c'est un petit peu le fil conducteur de notre réflexion, à nous désoler que malgré la création d'un panel des facilitateurs de l'Union africaine, je vous rappelle qu'il existe sous la présidence de l'ancien président, désormais président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, avec l'ancien président Obasanjo du Nigeria, l'ancien président Masisi du Botswana, l'ancienne présidente de transition de République centrafricaine, Catherine Zamba-Panza, et l'ancienne présidente d'Éthiopie. L'Union africaine a cherché et a veillé à ce qu'il y ait une solution négociée. Mais néanmoins, il y a d'autres processus qui n'ont pas abouti autant que nous l'aurions souhaité à une forme d'appropriation endogène des processus de facilitation. On pourrait citer le processus de Nairobi sous l'égide du président Ruto, on pourrait citer le processus de Luanda sous l'égide du président Laurentso, on pourrait également s'offusquer, ou en tout cas nous désoler du fait que le 27 juin de l'année dernière, c'est bien à Washington que l'accord de paix a été scellé, et qu'en novembre de cette même année, c'est bien à Doha que le M23 a dialogué avec les belligérants, marginalisant, excluant et l'Union européenne et la communauté internationale
pour ne pas dire l'Union africaine, qui n'a pas forcément eu totalement son mot à dire. J'en réserve un peu pour la suite, car un des éléments qui me semble être un des éléments de réflexion, c'est qu'il y a non seulement pas de voix africaine, mais il y en a peut-être trop, car j'ai évoqué un certain nombre de partenariats, un certain nombre de processus. Comment ne pas s'étonner du fait que toutes les organisations subrégionales ont été marginalisées, car aucune ne regroupe tous les belligérants, que ce soit la SADC, que ce soit la COMESA, la communauté économique des États d'Afrique centrale ou la East African Community, ne regroupant pas tous les belligérants, ont été donc marginalisés au profit de la création de structures ad hoc. La Commission internationale de la région des Grands Lacs est un exemple aussi d'une structure qui a été au fur et à mesure de sa nonobstant sa création, un peu marginalisée dans le processus. Voilà quelques éléments fondamentaux qui me permettent désormais de me tourner vers nos trois intervenants. Premièrement, l'honorable Vicky Katumba, qui est sénatrice de la région du Tanganyika. Je m'en souviens, m'en suis souvenu en me tournant vers elle, qui par ailleurs est fondatrice du Comité des Justes du Congo. Louisa a oublié de dire que je suis aussi un des fondateurs du Comité des Justes du Congo, et pas seulement, Je l'ai dit, je l'ai écrit. et pas seulement président de l'Institut prospective et sécurité. Fallait que j'oublie à des deux. Désolé. Et donc, Vicky, nous allons entendre votre parole forte pour essayer de comprendre une guerre qui menace de basculer dans l'irréparable, dites-vous. Et ensuite, on entendra nos deux autres panélistes, Louisa et Pierre Mascar. Son Excellence l'ambassadeur vient de... Pardon. Je remercie encore de nouveau M. Emmanuel Dupuis pour cette modération. Mesdames et messieurs, les députés, M. Loïc n'est pas là, il est dans sa province. Nous le remercions beaucoup pour le fait qu'il nous a offert ce cadre pour que nous puissions traiter de nos problèmes de Congolais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, chers justes, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un réel honneur et une fierté de prendre la parole en ces lieux prestigieux et historiques, le Palais du Luxembourg, à l'occasion de cette conférence du Comité des Justes du Congo consacrée à un thème d'une grande importance et d'une gravité exceptionnelle. Comprendre une guerre qui menace de basculer dans l'irréparable, la République démocratique du Congo, il peut confisquer l'Europe face à ses responsabilités. Je pense que ça résume tout ce que Emmanuel venait de nous dire tout à l'heure, c'est dans son exposé. Ça résume aussi ce que M. l'ambassadeur venait de dire. Une guerre qui menace de basculer vers l'irréparable. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été signés tels que énoncés par Emmanuel tout à l'heure, mais cette guerre ne s'arrête toujours pas. Il y en a qui se disent, vous avez suivi dernièrement, il y en a qui parlent même de la soudanisation de la République démocratique du Congo. C'est l'irréparable. Et nous avons peur qu'on arrive à la balkanisation de notre pays. C'est ce qu'on appelle soudanisation. Ça doit interpeller les consciences. Comment comprendre cette guerre, mesdames et messieurs? Pour la comprendre, il faut d'abord déconstruire les représentations. Trop souvent, le drame congolais est résumé à des clichés très simplistes, surtout ici en Europe. Quand j'étais arrivée, c'était en février 2025, Bukavu venait de tomber, et j'étais dans une conférence où Louisa, comme d'habitude, elle était là en train d'intervenir, et c'est elle qui avait la parole. Et j'ai fait une motion d'information parce que je suis parlementaire. Et elle s'est arrêtée. J'ai présenté la situation de la République démocratique du Congo avec des larmes. Parce que Bukavu, moi je suis du Tanganyika, Bukavu, lorsque Bukavu et Uvira tombent, le lendemain, ma ville de Kalemi doit s'entendre. Et donc j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. Et j'ai présenté la situation avec beaucoup plus d'émotion que Louisa
c'est le crevier, je l'ai vu le crevier sur sa chaise. Elle a commencé à appeler. Et moi, je continue à exposer, à expliquer la situation de chez nous. Quelque temps après, elle m'a appelé, elle m'a dit, Vicky, viens. Je suis allée, elle me dit, j'ai déjà pris contact. J'ai pris contact avec un sénateur que nous allons rencontrer demain à telle heure. Et demain à telle heure, j'étais ici au Palais de Luxembourg. J'ai rencontré le sénateur Atlin Elili. Et c'était lui qui était le premier à nous ouvrir la porte au Palais de Luxembourg. La situation de l'RDC était déjà connue. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît notre situation. Les gens parlent de la guerre de l'Est, ils trouvent que c'est une guerre qui est devenue endémique, quoi. Bon, ces gens-là, c'est peut-être une guerre ethnique. C'est une guerre qui décime. C'est une guerre qui avilit la femme, où le viol est considéré comme étant l'arme de guerre. La femme congolaise n'a plus de valeur. C'est une guerre qui avilit nos enfants. Vous vous rappellerez qu'en 2004, il y avait des Rwandais, des bataillons rwandais qui sont entrés à Bukavu, qui ont violé les femmes et qui ont violé même des enfants de 4 ans à Bukavu. Nous sommes des parents. Et nous trouvons l'Europe dans son indifférence. L'Europe qui, avec des positions ambiguës, et j'ai suivi ce que l'ambassadeur venait de dire, dans les mots que l'ambassadeur venait de dire, il y a eu un Européen, il y a eu un Français, Jacques Chirac, qui disait c'est inacceptable qu'un pays quitte, qu'un État quitte son pays pour aller violer l'intangibilité des frontières de notre pays. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'ambassadeur a égrené ici, a chanté les mérites de la France. Et nous, Congolais, nous nous sentons beaucoup plus proches de la France parce que nous parlons la même langue. Mais l'indifférence française nous met mal à l'aise. Parce que la guerre du Congo devrait être prise en charge par le gouvernement français. Et c'est pour cela que je viens souvent, chez moi, parfois on se moque de moi, on dit, mais la pauvre femme, elle ne fait que partir, aller-retour. Est-ce qu'elle va obtenir quelque chose là où elle va? C'est pour cela que nous avons constitué, je vous ai dit dans mon intervention, lorsque j'ai remercié l'Assemblée, comment est né le groupe des justes. Comment est né ce groupe? Il y a eu des hommes et des femmes qui ont cru. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont compris qu'il fallait qu'ils se joignent à la cause congolaise et qu'on continue à en parler. C'est Solenadia Bey, c'est M. Ross, c'est Emmanuel Dupuis, c'est Louisa, c'est Pierre Mascoa, c'est tant d'autres, je ne vois pas Alfred ici, c'est tant d'autres, c'est Linda, c'est tant d'autres, des Français qui ont dit allons-y, jetons-nous dans le feu, dans l'eau, pour soutenir ce peuple qui souffre. Donc nous devons comprendre cette guerre. Comprendre cette guerre, c'est aussi mesurer l'ampleur de la catastrophe humanitaire qu'elle engendre. Des millions de déplacés, des femmes et des enfants victimes de violences indescriptibles et victimes de la famine. C'est la période de la saison des pluies. Ces femmes, ces vieillards sont en train d'errer dans la nature aujourd'hui. Des disparitions inexpliquées de communautés tout entières, parce que détruites. Des générations traumatisées. Derrière les chiffres, il y a des visages, des histoires, des vies brisées. Aujourd'hui, alors que des avancées diplomatiques significatives ont été enregistrées, notamment les accords signés à Washington et à Doha, et c'est ici l'occasion de saluer le courage d'un homme, un Congolais, un vrai alors, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante.
Il est ainsi de notre devoir collectif d'en faire une lecture responsable. Ces accords constituent une lueur d'espoir, mais ils ne sauraient à eux seuls garantir une paix véritable s'ils ne sont pas accompagnés d'un engagement sincère et durable de toutes les parties prenantes. L'ambassadeur l'a si bien dit, et j'espère que tout le monde l'a suivi. En ce qui concerne notre gouvernement, celui de la République démocratique du Congo, tous les efforts sont canalisés pour obtenir une paix, gage d'un avenir meilleur pour notre pays, notre peuple, nos enfants et les générations futures. Cette conférence a le mérite fondamental de proposer un état des lieux rigoureux de la situation actuelle, en interrogeant sans complaisance les dynamiques en cours, et nous invite également de porter un regard éclairé sur les enjeux économiques majeurs, notamment le potentiel énergétique et minier exceptionnel de la République démocratique du Congo. Ce potentiel, loin d'être uniquement une bénédiction, alimente malheureusement des convoitises multiples et inscrit le conflit dans une logique que certains qualifient à juste titre de génocide. Monsieur Pierre Massoua va vous en parler tout à l'heure, où la richesse des sols semble se payer au prix du sang des populations. Face à cette réalité, il est impératif d'interroger le rôle de la France, de l'Europe et plus largement de la communauté internationale. L'histoire des partenariats économiques et les engagements diplomatiques confèrent à ces acteurs une responsabilité particulière. Il ne s'agit pas ici d'accuser, mais d'appeler à une prise de conscience, à une cohérence des actions, à un alignement des intérêts avec les principes de justice, de paix et de respect de la souveraineté des peuples de mon pays. Mesdames et messieurs, la paix en République démocratique du Congo ne peut être ni imposée de l'extérieur, ni confisquée par des intérêts particuliers. Elle doit être juste, inclusive et durable. Elle doit se construire avec et pour les Congolais, dans le respect de notre dignité et de notre droit inaliénable à disposer de nos ressources. C'est pourquoi les travaux de cette conférence doivent aller au-delà du constat. Ils doivent déboucher sur des propositions concrètes d'action fondées sur la résilience des populations congolaises, sur le renforcement des institutions nationales et sur un partenariat international renouvelé, équitable et transparent. Je demeure donc convaincu que la voix des justes du Congo, portée avec courage et détermination, contribuera à faire avancer la vérité, à briser le silence et à mobiliser les consciences. Car, en définitive, comprendre cette guerre, c'est refuser l'indifférence. C'est reconnaître que l'irréparable n'est pas une fatalité. Et surtout, choisir d'agir ensemble pour que la paix ne soit plus un horizon lointain, mais une réalité tangible pour chaque Congolaise et chaque Congolais. Je vous remercie. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, notamment dans sa dimension économique, le génocide que Pierre va évoquer plus en détail. Alors Louisa, je vous cède la parole pour que vous nous disiez pourquoi et comment ne pas oublier et ne pas laisser sans justice. D'accord. Mais peut-être avant, je voudrais dire encore quelques mots sur notre comité des Justes du Congo. Vicky l'a évoqué, mais je le redis, c'est une initiative congolo-française qui a vu le jour en début janvier 2025. Donc nous sommes tout jeunes. Son ambition est simple, mais essentielle. Faire connaître la vérité sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mobiliser l'opinion publique française et européenne et inscrire dans la mémoire mondiale la tragédie vécue par les populations congolaises. Vicky a évoqué notre rencontre. Je ne savais rien quand elle a parlé. En Europe, on ne sait pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont parmi nous. Pour vous, il y a beaucoup de choses que vous savez. Mais en Europe, on ne sait pas ce qui se passe. On sait ce qui se passe pas très loin de nos frontières,
Mais ce qui se passe en Afrique, on ne sait pas. Une guerre de 30 ans, personne n'en a parlé. Donc voilà, notre comité s'est constitué pour rompre ce silence, et notamment auprès des publics occidentaux. Ce comité est né d'un constat douloureux. Depuis trop longtemps, une guerre s'est installée dans l'indifférence, dans la confusion et dans le plus grand des silences. Depuis 30 ans, l'Est de la République du Congo est ravagé par une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une paix confisquée, mais aussi c'est une guerre sans nom qui n'a jamais été nommée comme guerre. Une guerre que certains réduisent à des conflits, à un désordre, avec un récit qui est faux. Chaque Congolais le sait. L'histoire du conflit qui occupe la République démocratique du Congo au Rwanda a été falsifiée pour masquer les responsabilités réelles, pour protéger les puissances impliquées et condamner tout un peuple à l'oubli. On ne parle jamais d'une guerre entre le Rwanda et la RDC. On parle d'un conflit entre des tribus. La sénatrice Vicky a été la première à interpeller les sociétés civiles occidentales sur la nécessité de déconstruire l'histoire falsifiée du conflit à l'est de la RDC. Elle vous a dit dans quelles circonstances. Et chaque fois qu'elle en trouve l'occasion, elle dénonce le mensonge et elle se fait la porte-parole des voix qu'on n'entend jamais, celles des femmes violées, des enfants soldats, des survivants mutilés. Comme elle vous l'a dit, j'ai entendu son appel et ensemble nous avons fondé le Comité du Juste, avec le soutien de sénatrices et de sénateurs congolais qui nous ont rejoints, ainsi que de personnalités de la société civile française, dont bien sûr Emmanuel et Nadia, qui ont été Rost parmi les premiers, et son Excellence l'ambassadeur qui nous a soutenus au premier dîner. Aujourd'hui, près de 7000 justes ont rejoint notre quête de vérité. Ils sont signataires de notre manifeste et nous aspirons à être des millions, à faire entendre la voix du Congo et à construire une paix qui respecte la mémoire des victimes. Donc, je me ressens sur notre propos. Nous sommes réunis aujourd'hui pour tenter de décrypter les réalités du conflit qui ravage l'Est de la RDC. Parmi les fondamentaux, puisque c'est des fondamentaux dont il est question, il faut prendre en compte naturellement la mémoire des souffrances engendrées par la tragédie, la stratégie de terreur qui a été mise en place. Et il me semble qu'effectivement la mémoire de ce qui s'est passé de cette tragédie doit être un des piliers de la paix. Avant d'évoquer ce que signifie le devoir de mémoire, je voudrais rappeler que, Emmanuel l'a déjà évoqué avec des chiffres, cette agression qui a fait tant de victimes, elle est motivée par des intérêts strictement économiques, liés aux ressources naturelles de la région. Il faut savoir que l'Est du Congo est une zone extrêmement riche en minerais stratégiques, indispensable à la fabrication de nombreux produits que nous utilisons quotidiennement. C'est pour s'emparer de ces richesses que des groupes armés ont mis en place une stratégie de contrôle territorial. Face à ces stratégies, les populations civiles vivant sur les territoires se sont retrouvées prises au piège. Elles sont déplacées pour libérer des zones d'exploitation. Elles subissent un régime de terreur, avec torture, violences sexuelles massives, enrôlement forcer des enfants, exécution publique, afin qu'elles ne puissent plus opposer aucune résistance. Et lorsque cela ne s'y fut plus, les villages sont détruits. Et nous avons tous une part de responsabilité dans ces massacres. Nous sommes impliqués malgré nous dans ce qui se passe à l'est de la République du Congo, car nous y participons indirectement comme consommateurs. Les minerais extraits dans ces zones entrent dans des chaînes d'approvisionnement mondiales qui alimentent des industries technologiques et énergétiques. Et l'exemple le plus évident est l'usage de l'ordinateur et du portable. Tous les rapports internationaux reconnaissent que ces conflits ont causé des millions de morts et plusieurs millions de déplacés. Tu as donné les chiffres exacts, je crois, 7 millions et 30 millions. Et pourtant, cette tragédie reste largement absente des mémoires internationales. Et c'est là que commence le combat pour imposer le devoir de mémoire. Je voudrais dire que la mémoire occupe un rôle central dans le processus de paix. On ne construit pas une paix durable sur l'oubli. La mémoire n'est pas un exercice du passé, elle est un outil actif de construction de la paix. Elle permet plusieurs choses. Elle permet d'abord de nommer et de reconnaître. Grâce au travail de mémoire, il devient possible de nommer les crimes, de reconnaître les victimes
et de refuser leur effacement. Sans reconnaissance, il n'y a pas de réparation possible. Le devoir des mémoires, c'est aussi rétablir la vérité. Il est essentiel de déconstruire l'histoire falsifiée, qui finit par faire écho dans les mémoires collectives occidentales, en posant l'agresseur comme victime. La vérité devient une condition préalable à toute réconciliation. Le devoir de mémoire rend possible également la réparation. Pour se reconstruire, les survivants ont besoin que justice soit faite, que les bourreaux soient identifiés et que leurs crimes soient jugés. Le devoir de mémoire permet aussi de combattre l'oubli. Dans le cas de la République démocratique du Congo, le silence international crée une forme d'injustice supplémentaire, celle de l'oubli. Or, l'oubli est une seconde violence qui empêche les cicatrices de se refermer. Le devoir de mémoire permet également de prévenir la répétition. La mémoire empêche la répétition des violences. Un crime non reconnu constitue un crime susceptible de se reproduire. Pour tous ces motifs, la mémoire doit s'imposer comme un devoir individuel et collectif. Le devoir de mémoire, c'est refuser que les victimes disparaissent dans l'oubli. Se souvenir, ce n'est pas simplement regarder le passé, c'est redonner de la dignité humaine à ceux qui ont souffert. Dans l'est du Congo, des familles entières ont été massacrées, sans sépulture, sans reconnaissance officielle, sans commémoration. Elles ont été effacées de l'histoire. Et l'oubli devient alors une seconde violence. La mémoire est donc essentielle parce qu'elle reconnaît les victimes, elle rétablit leur humanité et documente les crimes. Le devoir de mémoire empêche le déni et permet de transmettre l'histoire. La mémoire mondiale reste aujourd'hui très inégale. Certaines tragédies sont connues, enseignées, commémorées, d'autres restent invisibles. En Europe, nous avons la mémoire de quelques tragédies, mais nous savons peu de choses de la tragédie congolaise. Les rapports qui évoquent la situation à l'est de la République démocratique du Congo parlent souvent en chiffres, nombre de morts, personnes déplacées, mais chaque victime a un vécu, et elle a laissé derrière elle un conjoint, un enfant, un parent, qui a besoin de se reconstruire. Et c'est pour cela qu'il faut s'appuyer sur la mémoire pour restaurer la justice. La justice pour les victimes ne relève pas seulement de la morale, car ces personnes ont droit à réparation. Il appartient à la justice internationale de les répartir dans leurs droits, les rétablir dans leurs droits. Selon le droit international, certains actes, comme les massacres de civils, les violences sexuelles systématiques ou l'extermination de populations, sont qualifiés de crimes de guerre contre l'humanité. De crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Ces crimes sont imprescriptibles. Ils engagent la responsabilité pénale de leur auteur et obligent la communauté internationale à punir les coupables. Ainsi, reconnaître les massacres de civils à l'est de la RDC comme des crimes internationaux n'est pas seulement une position politique ou morale, c'est une exigence juridique fondée sur des normes universelles. La justice pour les victimes signifie reconnaître les crimes, nommer les responsabilités, qualifier juridiquement les atrocités et sanctionner les auteurs. Sans reconnaissance des crimes, on ne peut restaurer la dignité des victimes et on laisse place à l'oubli. Face à l'ampleur des violences commises à l'est de la République démocratique du Congo et au silence qui les entoure, une question s'impose. Qui agit pour que ces crimes soient reconnus et que les responsables soient jugés? C'est pour tenter de répondre à cette question qu'est né le Comité des justes du Congo. Le choix du mot juste est profondément symbolique. Dans l'histoire universelle, les justes désignent celles et ceux qui, face à la violence, à la persécution ou à l'injustice, ont choisi de protéger les vies humaines et de témoigner et de refuser l'indifférence. Dans le contexte congolais, être injuste signifie refuser que les victimes des massacres disparaissent dans l'oubli. C'est porter leur mémoire dans l'espace public et défendre leur droit à la justice. C'est sensibiliser les sociétés qui ignorent ces tragédies et transmettre leur histoire aux générations futures. Le Comité des justes s'inscrit ainsi dans une tradition mondiale d'engagement moral et citoyen, celle des personnes et des organisations qui considèrent que l'indifférence face aux crimes de masse n'est pas acceptable. Le comité s'est donc donné pour vocation d'être à la fois un acteur de mémoire et un acteur de justice pour les victimes du massacre. Pour que le devoir de mémoire devienne un véritable pilier du processus de paix, nous proposons une feuille de route articulée autour de 5 axes. Reconnaissance internationale des faits. Et je crois que Pierre va développer ce point-là.
Il s'agit de mobiliser les opinions pour obtenir une reconnaissance claire des massacres et des violences, création d'un mécanisme international de mémoire, mettre en place une commission indépendante chargée de documenter les crimes, de recueillir les témoignages et d'établir un récit historique partagé. Le troisième point, c'est l'intégration du devoir de mémoire dans le processus de paix. C'est conditionner toute négociation de paix à la prise en compte explicite des victimes, de leur reconnaissance et de leur droit à la vérité. C'est aussi l'inscription dans l'enseignement et les institutions, faire rentrer cette mémoire dans les programmes éducatifs, les institutions internationales et les espaces de commémoration. Et enfin, c'est garantir que la mémoire débouche sur la justice, l'identification des responsables, poursuites judiciaires et sanctions conformément au droit international. Avant de conclure mon propos, je voudrais préciser un dernier point. Le devoir de mémoire ne doit pas alimenter la tentation de la rente mémorielle. Se souvenir, ce n'est pas nourrir la haine, au contraire, cela doit être une condition de paix. Le travail du Comité des Justes vise justement à transformer la mémoire de la souffrance en mémoire de la dignité et de la paix. Merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravi d'être là. Évidemment, on est toujours plus heureux quand ce sont pour des événements heureux. Voilà, on est au combat ici. Notamment, moi, je suis pas mal engagé sur différents sujets ici avec mon association de banlieues actives auprès des jeunes dans le quartier. Je suis chroniqueur sur pas mal d'émissions, avec parfois des débats qui ont fait énormément de bruit, justement sur les questions de discrimination, de racisme. Notamment, j'étais sur CNews pendant pratiquement 17 ans, et notamment avec Pascal Praud à une époque où, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, je ne m'étalerai pas dessus. Évidemment, moi je suis d'origine togolaise et je suis un panafricaniste. Et le sort de notre continent, c'est aussi le sort de nous tous, que l'on soit de la diaspora ou qu'on soit sur le continent. C'est un combat commun qu'on doit mener à chaque fois qu'il se passe des injustices sur le continent. On doit se lever tous comme un seul homme avec un grand H. Je fais attention maintenant là-dessus. Et donc, c'est vrai que c'est un combat commun. Et notre devoir en tant que personnalité engagée, il est d'être ici, il est d'être aux côtés de nos frères et sœurs du Congo. Il est dans ces combats avec les justes. Je ne vais pas hésiter une seule seconde à rejoindre Louisa et Vicky pour la mise en place de ce comité. Et j'en parle régulièrement, étant chroniqueur sur pas mal d'autres émissions. C'est vrai que j'en parle à chaque fois que je peux en parler. Je le fais même quand ce n'est pas le sujet. Même sur des chaînes, parfois, qui n'ont pas de rapport spécialement. J'interviens sur I24 News, entre autres, tous les mardis, depuis 6-7 ans. Et c'est un sujet aussi que je place souvent dans l'émission, même quand ce n'est pas le sujet. Donc, on va continuer de se battre à notre niveau. Et là, la chanson que j'ai faite, alors le clip n'est pas complètement la version, mon monteur m'a donné la version qui n'est pas la définitive, mais bon. Oui, c'est l'intermédiaire. Vous allez voir, c'est un clip que j'ai fait, une chanson que j'ai écrite pour le sujet et qu'on va défendre et qu'on va diffuser au maximum pour essayer aussi de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui rejoignent lorsqu'on allie le combat sur le terrain avec l'artistique, avec l'art dans sa globalité. On arrive aussi à fédérer des gens qui initialement ne vont pas dans des conférences, qui ne s'intéressent pas forcément de facto à ça. Et je voudrais remercier vraiment toutes les personnalités qui m'ont fait confiance pour ce combat. Vous allez voir, ils sont nombreux dans le clip. Ça part de Lilian Thuram, en passant par Sidney Govou, en passant par Akina Chantaya. Merci. Plus fort si c'est possible. Il est pressé d'entendre le titre. Donc voilà. Je vais vous laisser voir le titre et puis. Merci. Merci, Ross.
et donc, les armes, femmes et enfants, puis l'on